le message clé, c'est croyez en ce que vous faites et chaque échec est un pas vers la réussite parce que j'étais déterminé à ce que ça prenne de l'ampleur parce que je voyais la joie dans le regard des gens qui participaient aux événements Renéco et l'impact positif qu'on avait chez les enfants, chez les personnes sportives dans leur commune, dans leur village, dans leur ville, parce que les gens nous disaient ah bah après l'événement Renéco, la ville était toute propre et tout. Alors évidemment, on a eu des échecs hein, comme partout et on en a eu des gros, on a eu des petits et on s'est jamais laissé abattre. On a tout le temps essayé de progresser, progresser, progresser et au final, on arrive à faire de belles choses. Donc, faut jamais, jamais désespérer. Quand on est déterminé et passionné, il n'y a qu'un seul chemin, c'est celui de la réussite. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Pour commencer, un rapide mais très sincère merci à tous pour votre précieuse fidélité et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast. Course Épique en 2022, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, ça vous le savez, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc désormais rendez-vous 2 fois par semaine. Si vous avez envie de soutenir Course Épique, les 3 meilleures choses que vous pouvez faire et qui ne vous prendront que quelques secondes. Vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, noter et rédiger un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify, et enfin, en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer des coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Nicolas Lemonnier. Nicolas est un athlète amateur passionné de course à pied. Il est également à l'origine d'un projet que je trouve très riche de sens, Run Eco Team. Run Eco Team, c'est une initiative partagée en France et dans le monde qui rassemble des milliers de coureurs qui œuvrent pour une planète plus propre. L'asso a pour objectif de lier le plaisir du sport à des actions simples et concrètes pour l'environnement en ramassant les déchets sur son parcours lors de ses sorties running. J'ai adoré ces échanges avec Nicolas qui a beaucoup de choses à partager, de très belles valeurs à transmettre et puis qu'il fait avec un enthousiasme vraiment contagieux. Vous allez vous en rendre très vite compte. Et au-delà de son engagement fort pour la planète, Nicolas fait preuve d'une détermination exceptionnelle dans chaque projet qu'il entreprend, d'un état d'esprit qui est toujours positif et puis d'une volonté de se challenger sans cesse et de s'accomplir dans le registre sportif. Il va partager avec nous aujourd'hui ses premiers pas sur le format Ironman et le chemin qu'il a mené après 1 an de préparation à la réalisation de cette expérience marquante de sa vie. Une expérience qui a été l'occasion de mettre aussi en lumière les actions de Run Eco Team. L'histoire de Nicolas, c'est avant tout l'histoire de quelqu'un qui croit en ses rêves, pour lui mais aussi pour la planète, et qui se donne tous les moyens de les réaliser. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Run Eco Dream. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Harmonie Mutuelle. Acteur de santé globale, Harmonie Mutuelle protège plus de 5 millions de personnes et accompagne ses adhérents, entrepreneurs et entreprises clientes en apportant des solutions innovantes en santé, prévoyance et prévention. Être en bonne santé, c'est aussi vivre dans une société en bonne santé. Une société plus juste, plus solidaire. Avec Harmonie Mutuelle, avançons collectif. Salut Nicolas, je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. On enregistre cet épisode le 14 avril, soit 110 ans pile après que le Titanic ait heurté l'iceberg qui lui sera fatal lors de sa traversée transatlantique. Je nous souhaite donc, bien évidemment, que cet épisode de Course Épique ressemble plutôt à un épisode enjoué de la croisière s'amuse qu'à ce bien triste événement. Comment ça va Nicolas ? Très bien, bonjour Guillaume, merci pour l'invitation et toujours un plaisir de partager le quotidien de sportifs comme toi et comme tous les intervenants sur la course épique. Je suis ravi de t'y recevoir en tout cas. Nicolas, avant qu'on parle un peu plus particulièrement de ta pratique sportive et puis de tes engagements, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Je m'appelle Nicolas Lemonnier, je suis ostéopathe et notamment ostéopathe pour des sportifs et je suis le fondateur de Run Eco Team, une association qui a maintenant 7 ans d'existence. Et tu as 2 enfants, dont un qui a presque le même âge que Run Eco Team. Oui, c'est ça. C'est un peu le début de Run Eco Team et au même timing que la naissance de mon petit garçon Charles. Tu vas nous raconter tout ça. Nicolas, est-ce que tu pourrais nous parler de la place que tenait le sport dans tes jeunes années ? Est-ce que tu as vécu dans un environnement où le sport était très présent de par ton entourage familial ou par tes amis ? Est-ce que c'était très ancré dans ton quotidien ? Ouais, dès tout petit, j'adorais le sport, non seulement pour me divertir, partager des moments avec mes copains,
Et en plus, un besoin vital dès tout petit, de me lancer des challenges au quotidien. Donc, j'ai commencé par la natation. J'en ai fait beaucoup, beaucoup. Et aussi le foot en même temps. Et jusqu'à très longtemps, j'ai fait beaucoup, beaucoup de sport pendant toutes mes années d'enfance et d'adolescence. Quand tu dis en même temps, c'est-à-dire que tu faisais du foot en maillot de bain, c'est ça? En même Ouais, temps que natation. c'est une nouvelle discipline, ça va C'est arriver au ça, JO une autre forme de 2024. water polo, faudrait trouver un nom pour ça. Donc tu faisais à la fois des sports collectifs et des sports individuels, tu avais besoin des deux dimensions dans ta pratique sportive? Ouais, ouais, l'aspect collectif, en fait, de partager des bons moments, des challenges collectifs avec mes potes, parce que quand je fais un sport co, il y a au-delà de la dimension du sport co, il y a l'amitié avec tes partenaires, le challenge collectif, et ça, pour moi, c'est essentiel. Et après, l'effort d'un sport individuel où c'est un peu mon côté besogneux, où en fait, bah, tu te pousses, tu te pousses, tu te pousses, et il y a que toi qui va te permettre d'avancer pas à pas. Bon, là, c'est des coups de crawl, c'est pas pas à pas, mais c'est un peu une autre facette de mon tempérament. De ce qu'on peut percevoir de toi et de l'engagement dans Run Eco Team, est-ce que tu avais déjà cette dimension de leader justement dans le sport collectif? Est-ce que c'était toi qui avais envie d'emmener les autres et qui fédérait autour de toi et qui fixait les objectifs et qui maintenait l'émulation de tout le monde? Est-ce que tu avais déjà ce costume-là? Alors, leader, pas leader en étant à la tête de quelque chose, mais un leader, ouais, collectif, ouais, de pousser les autres, de jamais lâcher, d'essayer de motiver les autres, quel que soit le résultat de notre match et tout ça. J'ai toujours eu cette volonté d'aller au-delà de ce qu'on pouvait faire tous ensemble, et pas que l'aspect perso. Ouais, j'ai déjà tout petit, j'avais cette hargne entre guillemets positive pour motiver mes copains. Est-ce que tu peux nous parler de la place que tenait la course à pied dans tes plus jeunes années? On sait que la course à pied n'est pas toujours le choix de cœur, en tout cas quand on démarre, et c'est parfois plutôt une contrainte imposée par l'école. Est-ce que toi, à quel moment tu as expérimenté pour la première fois la course à pied? Et puis, qu'est-ce que ça t'a procuré comme sentiment? Bah, alors, la toute première expérience en course à pied, c'était les tours de terrain qu'on faisait quand j'habitais à Ivry-sur-Seine, dans mon club de foot, où on faisait des tours de terrain pour s'échauffer, et puis pour travailler un peu le cardio, parce que à l'époque, j'étais dans un club où on avait deux entraîneurs tchèques qui venaient du Spartak de Prague, et le physique était très important, le cardio surtout était très important, donc on courait beaucoup. Donc ça, c'est la toute première expérience de course à pied. Et après, la vraie expérience de course à pied, première course, c'était, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était au cross du collège en sixième. Et là, bah, on était, je sais pas, tous les collégiens à prendre le départ. Et là, j'ai couru sans stratégie, sans, sans, Sans gestion? sans gestion, et j'ai gagné ce cross les 3 années de suite parce que bah, je courais à fond et je ne sais pas. Et, euh, et après, avec le foot, j'avais un bon cardio, mais c'était mes toutes premières expériences de course qui sont des très bons souvenirs. Et au-delà de ça, ça me permet d'exister un peu dans ma vie de préadolescent et d'adolescent. Est-ce que tu pourrais nous raconter ton plus beau souvenir en course à pied aujourd'hui, à ce jour? En course à pied pure, mon Que ce soit premier sur une marathon. compétition ou en mode loisir, ouais. Ton premier Premier marathon? marathon à Nantes. J'avais en fait j'ai fait beaucoup de sport jusqu'à l'arrivée de mes études d'ostéo. Et après, j'ai un peu lâché parce que des fausses excuses, quoi. Trop de boulot à l'école, enfin dans mes études supérieures. Et ensuite la vie active, et du coup j'avais lâché le sport, alors que maintenant je lâcherais même pas une semaine le sport. Et en fait, j'ai repris la course à pied à 33-34 ans. Et au début, c'était terrible. Enfin, la reprise, je comprends pas comment j'étais revenu à un niveau si bas de sport.
Et donc je me suis remis à courir petit à petit. Et au début, 3 kilomètres, c'était énorme. J'avais mal partout. Je fumais, j'avais pris du poids. Donc c'était très très compliqué. Et un an après, je fais un marathon. Ça a été dur, mais j'ai respecté étape par étape. Et au fur et à mesure, j'ai repris le poil de la bête et j'ai réussi à faire un marathon. Et là, c'était une première étape dans ma reprise du sport et c'est un accomplissement et une fierté personnelle. Donc tu t'es pas découragé, t'es pas du genre à baisser les bras. Non, pas trop. C'est pas trop mon tempérament. C'est un peu une qualité, mais un gros défaut aussi. Est-ce que tu as un spot de cœur absolu? C'est quoi le plus bel endroit où tu aimes courir? Euh, alors, au bord de la mer, j'adore, et à la montagne. Avec des terrains un peu techniques en montagne? Ouais, j'aime bien l'aspect technique et puis surtout, alors moi, en fait, la course à pied, j'adore ça parce que, et je le conseille d'ailleurs à toutes les personnes qui vont nous écouter, sportifs ou pas sportifs, et amateurs de course à pied ou non, et je le conseille tous les jours à mes patients. Aller courir, en fait, c'est un moment à soi où soit on prend le temps de penser à rien, on fait le vide dans sa tête, ce qui est très rare actuellement. On est tout le temps stimulé par les messages, les mails, les appels. Ou soit c'est un moment où on prend le temps de penser aux choses et faire le vide dans sa tête, dans la nature, où on est juste à l'écoute de soi-même et l'écoute de la nature. Pour moi, c'est un besoin vital et c'est tellement agréable cette sensation de liberté et de légèreté que bah, ouais, la montagne et la mer, j'adore ça. Les accomplissements que tu trouves, donc on l'a compris, c'est d'un point de vue psychologique, c'est ça, ce Ouais. relâchement, ce réalignement, et puis au-delà du bénéfice physique et de l'entretien que ça procure, c'est vraiment les deux aspects qui te sont chers. Ouais, c'est vraiment, l'accomplissement personnel, c'est énorme. C'est le bien-être physique et mental, c'est vraiment 2 choses qui, pour moi, sont essentielles pour, pouvoir, faire, remplir nos objectifs après, qui sont, autres que dans le sport, hein. Dans la vie privée, dans la vie professionnelle, c'est vraiment un équilibre de vie, qui, pour moi, est essentiel, et j'ai trouvé cet équilibre de vie il y a quelques années et pour rien au monde, je ferais marche en arrière et je changerais des choses. Je sais pas si tu as un petit miroir à portée de main, Nicolas, mais si oui, il faudrait que tu te regardes dedans maintenant. Ça va être le moment de la petite pause autodiagnostic d'un point de vue sportif, hein. Je ne vais pas te demander de t'allonger sur un divan et de me parler de toi en profondeur, mais est-ce que tu pourrais juste nous parler de ce que tu penses être sportivement, mais alors dans la dimension physique et mentale, à la fois tes points forts et puis les zones d'amélioration. Qu'est-ce que tu penses que tu fais un peu mieux que les autres et les choses sur lesquelles tu rechignes un peu plus, qui sont peut-être moins naturelles pour toi? Un défaut et une qualité en même temps, c'est d'être besogneux, d'être déterminé. Donc, je lâche jamais prise. Enfin, jamais. Quand j'ai un objectif dans ma tête, je lâche pas, coûte que coûte. Alors, le problème, c'est que je lâche pas. Donc, c'est une qualité, mais c'est en même temps un défaut parce que Ça peut te euh, mener à des blessures déjà ou à à un dégoût Alors peut-être, un des rejet? blessures, non, parce qu'en fait, vu que je suis ostéopathe et notamment ostéopathe du sport, avec des sportifs de haut niveau, ça là-dessus, je suis plutôt raisonnable et j'essaye de faire les choses au maximum bien pour éviter les blessures. Et jusqu'à présent, bah, je touche du bois, mais je me suis jamais blessé. Euh, donc, j'ai jamais eu de gros pépins physiques qui m'ont imposé de m'arrêter, même juste une semaine, j'ai jamais eu ça. Mais par contre, je suis capable de mettre tout, tout en place pour pouvoir réussir, quel que soit l'objectif. Et ça peut être un défaut parce que ça peut être pas anxiogène, mais chronophage pour ma vie pro et ma vie perso. Et ça peut être pas anxiogène, mais un peu oppressant pour mes proches. Est-ce que c'est une façon aussi, toute cette discipline qu'on entend là dans ce que tu racontes, est-ce que c'est une façon pour toi aussi de te donner confiance sur tes capacités, de te rassurer en disant que tu as fait tout ce qu'il fallait pour? Ouais, clairement, je pense que j'ai besoin d'avoir ça pour me rassurer, parce que d'avoir un équilibre et d'être en possession de toutes mes capacités le jour J, quel que soit l'enjeu, hein, que ce soit professionnel, personnel ou dans ma vie sportive, j'ai besoin d'avoir ça pour me rassurer le jour J. Sinon, je suis en manque de confiance et j'y arrive pas. Et je pense peut-être que ça vient d'une faille,
où voilà, pendant l'adolescence, au collège, j'habitais à Paris, je suis arrivé à Nantes, j'étais nouveau, voilà, comme j'ai pas eu du harcèlement scolaire, mais il y a des personnes qui n'avaient pas été hyper cool avec moi pendant toute ma période de collège. Et donc, du coup, ça a créé une faille chez moi où j'ai besoin d'avoir des objectifs, j'ai besoin de me transcender pour atteindre ces objectifs et de mettre tout en place pour me rassurer. C'est peut-être une petite faille, mais qui me sert maintenant au quotidien. Dans quel état d'esprit tu es dans ces moments, dans la réalisation de ces objectifs quand tu es dans l'instant? Est-ce que tu as tendance à cogiter ou justement tout le travail qui t'a mené là et la confiance que tu as accumulée, est-ce que ça te permet de satelliser complètement des pensées un peu négatives en ressassant le j'aurais dû faire autrement ou peut-être que là ça va pas bien se passer? Est-ce que tu les vis ces moments de façon libérée de manière générale ou est-ce que tu as tendance à beaucoup cogiter et à pas avoir l'esprit qui se libère? Non, juste, ouais, je pense vraiment positif. J'ai vraiment en fait, vu que je mets tout en place et que je laisse rien au hasard, c'est un peu un défaut aussi. Mais le jour J, c'est un sentiment de plénitude où je me sens tellement bien et on en parlera tout à l'heure de l'Ironman. Enfin, je me sens bien zen. Enfin, c'est tellement un sentiment de plénitude et je pense que beaucoup de sportifs se reconnaissent là-dedans. Enfin, c'est un sentiment de bien-être où tout se passe bien, où tu es en forme, que des pensées positives et en plus tu as les endorphines qui t'aident à ça. Et non, ouais, j'ai aucune pensée négative. En lien avec ta pratique sportive, parce que les deux choses sont évidemment très, très proches et poreuses, tu es à l'initiative du projet donc Run Eco Team, qui tient une place centrale dans ta vie. Est-ce que tu peux nous parler de sa genèse et puis nous en donner un peu les principes fondamentaux et la mission finalement de Run Eco Team? Mais en fait, en 2015, quand je me suis remis à courir, donc il y a 7 ans, je courais pas à pas, des petites sorties, et puis après, ça a progressé au fur et à mesure. Je me suis remis à faire du sport parce qu'en fait, bah, j'étais pas physiquement et mentalement, je travaillais beaucoup, je fumais un paquet de cigarettes par jour, je faisais 15 kilos de plus. Et avec ma femme, on a appris qu'on allait avoir un petit bébé. Et là, je me suis dit, non, Nico, faut que tu te reprennes en main. C'est pas sans être dans les clichés, hein, je veux pas être le papa modèle, mais je vais être un papa qui est capable de courir avec son enfant, de faire du sport, de le motiver, de lui inspirer les valeurs sportives. Et donc, je me suis remis à courir pendant la grossesse de ma femme, beaucoup, de plus en plus, et progressivement, en respectant les étapes, bien sûr. Et en fait, bah forcément, pour la mise en place de tout ça, c'est un peu mon côté obsessionnel au niveau des projets. Je me documentais sur les articles, sur les blogs, sur les podcasts. T'as Et pas fait une couvade en fait, t'as fait une courade. C'est une version ouais, j'ai différente. fait une j'avais jamais entendu ça, mais oui, Ah, j'ai moi non fait une plus, je viens de l'inventer. mais c'est pas mal, une courade, ouais. Bah, c'est exactement ça, j'ai fait une courade, ouais. J'ai pas pris de poids, j'en ai perdu beaucoup. Et, et en courant. Et voilà, au fur et à mesure, bah, je me suis mis à courir et en fait, j'étais sur les groupes sur les réseaux sociaux de running et puis les gens en fait se postaient leurs sorties, leurs photos, leurs selfies avec leur temps, leurs stats et tout ça. Et bah, comme tout à chacun, j'ai fait un peu pareil. Et un jour, bah, pour illustrer ma sortie, j'avais ramassé un paquet de cigarettes et je me suis pris en selfie avec. Et là, énormément de commentaires et tout. Alors qu'avant, j'en avais quoi, 3 commentaires, 2 likes et ouais, bonne sortie, bon courage. Et là, je Trois sais pas. emojis flammes. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, je sais pas, 200 likes et tout. Et ouais, c'est bien ce que tu fais. Moi, je fais pareil. C'est cool. Faut qu'on, si on faisait tout ça, ça serait top. Et donc, bah, du coup, je me suis dit, tiens, c'est cool. Enfin, s'il y en a d'autres qui le font et que on se met tous à le faire, au moins un déchet à chaque sortie, vu le nombre de runners dans le monde, ça pourrait être pas mal. Donc j'ai créé le groupe Roneco Team et de là, bah, très rapidement, on a été 1000 membres dans 24 pays à l'époque en l'espace de 3 4 mois. Et après, bah, petit à petit, ça a pris de l'ampleur parce que les gens se motivaient les uns les autres, non seulement à courir, de plus en plus, les gens se mettaient à courir parce qu'ils avaient connaissance du projet Roneco Team, et les gens se mettaient à ramasser les déchets quand ils y couraient déjà.
Donc, après, on a créé des événements. Le groupe Facebook est devenu une association. Et 7 mois après, la suite, pour ceux qui l'ont déjà vu, elle a été un peu utopique, mais réelle. On est Inattendu, complètement inattendu. complètement inattendu. Un 14 juillet, on était en train de faire un barbecue à la maison et je reçois un message d'une personne qui travaille chez Facebook. Coucou, Mark Zuckerberg s'intéresse à ton association. Peux-tu m'en parler? Et Ouais, donc, t'as vérifié qu'on n'était pas le 1er avril, mais bien le 14 juillet. 14 juillet, au début, vu comme je fais tout à 200%, tous mes potes étaient au courant de René Cotim, s'étaient déjà investis dans René Cotim pour la plupart, pour m'accompagner, pour m'épauler. Et donc, du coup, au début, je croyais que c'était une blague de l'un d'entre eux, mais en fait, non. Et c'était bien une personne de chez Facebook. Et de là, s'en est suivi des échanges avec cette personne de chez Facebook. Et au final, on a fait un tournage avec toute une équipe d'employés de Facebook qui sont venus des États-Unis pour filmer le quotidien et la genèse de René Cotim. Et c'est Mark Zuckerberg qui l'a mis sur son profil en partageant avec ses 100 millions de followers l'histoire de René Cotim en qualifiant René Cotim de son histoire favorite de 2016. Ça a eu beaucoup d'impact, donc j'imagine ça a accéléré. Enfin, en termes de notoriété, j'imagine c'est sans précédent. Et en termes de transformation, en termes d'adhésion, ça a fait venir aussi, ça a mobilisé beaucoup de gens autour de toi. Ouais, ça a été énorme. On est passé dans plein de JT en France et à travers le monde. On a fait la couverture de René Cotim, le logo, il a été présent, il était en top tweet partout sur les 15 jours qu'on suivit. Enfin, ça a été impressionnant. J'aurais jamais cru que l'emballement médiatique d'un post de Mark Zuckerberg aurait pu avoir cet impact, mais ouais, ça a été un peu la folie, ouais. Heureusement que j'étais en vacances d'ailleurs pendant les vacances de Noël quand il a posté cette photo cette vidéo, parce que sinon j'aurais pas pu travailler, c'est pas possible. S'il y en avait qu'un, si tu devais le synthétiser, quel est le message clé que tu cherches à faire passer avec René Cotim? Euh, le message clé, c'est croyez en ce que vous faites et chaque échec est un pas vers la réussite, parce que j'étais déterminé à ce que ça prenne de l'ampleur, parce que je voyais la joie dans le regard des gens qui participaient aux événements Renéco et l'impact positif qu'on avait chez les enfants, chez les personnes sportives, dans leur commune, dans leur village, dans leur ville, parce que les gens nous disaient après l'événement Renéco, la ville était toute propre et tout. Et donc, alors évidemment, on a eu des échecs comme partout, et on en a eu des gros. On a eu des petits et on s'est jamais laissé abattre. On a tout le temps essayé de progresser, 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 et au final, on arrive à faire de belles choses. Donc, faut jamais, jamais désespérer. Quand on est déterminé et passionné, il n'y a qu'un seul chemin, c'est celui de la réussite. Est-ce que ces convictions environnementales, elles t'ont toujours habité, ou est-ce que c'est une sensibilité que tu as développée au fil des années? Tu as parlé de révélateur au moment de la grossesse de ta femme et de la naissance de ton fils. Est-ce que c'était déjà sous-jacent et un sujet auquel tu étais particulièrement sensible depuis toujours? Alors, je suis pas un militant écologiste, mais je suis forcément sensible à la préservation de la planète. Mes grands-parents étaient agriculteurs avec une petite ferme. Ils prenaient soin de leurs terres, ils prenaient soin de leurs animaux, ils prenaient soin de la faune, de la flore, avec un équilibre et une production ultra raisonnable. Et donc, quand j'allais en vacances, c'était le partage de ces valeurs-là de mes grands-parents. De préserver la nature et elle te remerciera derrière. Donc dès tout petit, j'ai grandi avec ces valeurs-là, et, euh, et forcément, ça a ancré des sentiments en moi de partager le positif avec les autres, et surtout de préserver notre cadre de vie, notre environnement, pour justement qu'on soit encore mieux et dans un bel état d'esprit, et surtout en bonne santé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'arrière-cuisine et nous parler un peu de l'équipe et de l'organisation, du mode de fonctionnement globalement? Est-ce que demain, un membre peut décider d'organiser de lui-même une initiative? Et puis, tu l'as évoqué aussi peut-être dans un deuxième temps de réponse à ma question, mais sur la partie internationale, tu parlais de 24 pays. Aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Nous donner aussi une idée de comment s'opère le déploiement de René Cotim à l'international?
Bah, l'équipe, c'est très simple. En fait, on est tous des bénévoles. Il y a aucun salarié, personne, ne vit de Run Eco Team, malgré ce qu'on pourrait penser, parce qu'on est quand même une grosse structure et en fait, chacun donne de son temps et on est une équipe de bénévoles, fixes où, il y a 2 bénévoles, par exemple, qui s'occupent de toute la création des événements de partout dans le monde. Donc c'est, à l'heure actuelle, en 7 ans, on a créé plus de 3 500 événements. Donc c'est déjà pas mal C'est pour une énorme. structure 100% bénévole. Ensuite, il y a toute une équipe de modérateurs. Donc ça, c'est là encore ce matin, avec des modérateurs qui nous signalent les publications qui peuvent avoir des connotations politiques ou autres qui n'ont rien à faire sur le groupe de Run Eco Team. Donc ça, c'est toute l'équipe de modérateurs. Et après, il y a tous les ambassadeurs locaux, donc des ambassadeurs de pays, des ambassadeurs de villes, des ambassadeurs de régions. Et donc ça, c'est des personnes qui animent et qui sont le visage de Run Eco Team dans leur localité et qui vont organiser des événements, qui vont être le relais de Run Eco Team chez eux. Et qui vont intervenir dans les écoles, qui vont intervenir dans le milieu sportif. Et donc tout ça, ça s'est organisé au fur et à mesure les premiers mois de l'existence de Run Eco Team et ça s'est accéléré après Mark Zuckerberg parce qu'on avait eu un petit coup de pouce, un gros coup de pub, on va dire. Je pense que même une agence marketing de haut vol n'aurait pas pu avoir ce coup médiatique-là, même en mettant des grandes têtes pensantes à la tête d'un projet comme celui-ci. Et donc ça nous a mis un gros coup de pouce, mais un gros coup de chaud aussi parce qu'il a fallu assumer derrière en fait ce Ouais, coup ça met une médiatique. pression aussi importante. Donc Ouais. on s'est organisé malgré tout et on a réussi à faire du mieux qu'on peut et on a fait de belles choses, ouais. Et ça c'est toute une armée de bénévoles qui sont là pour donner de bonnes ondes positives et surtout amener leur champ de compétences. Et donc chacun amène son petit champ de compétences et comme ça on arrive à faire des beaux projets. On l'a compris, la dimension communautaire, elle est centrale, elle est au cœur de Run Eco Team. C'est quoi les clés pour réussir à animer la communauté, à réussir à maintenir l'engagement et l'engouement sur la durée? Ça, c'est un gros challenge. Et toi, tu es dans la peau de chef d'orchestre de tout ça. Comment est-ce que tu arrives à nourrir cette dimension communautaire? Alors, assez simplement, en fait, il n'y a pas trop de réflexion. On n'a pas de stratégie marketing comme peut l'avoir, sans être critique, hein, mais comme peuvent l'être des influenceurs, où ils vont avoir vraiment une stratégie de marketing avec leurs agences de médias qui vont créer des projets pour avoir un retentissement au niveau sociétal et puis surtout avec les marques pour vendre leurs produits. Nous, en fait, on crée un projet. Si on le trouve cool avec plusieurs bénévoles, on crée le projet. Après, s'il y a des entreprises, s'il y a des communes qui veulent nous rejoindre, elles nous rejoignent et puis chacun amène sa pierre à l'édifice. Mais en fait, pas trop de stratégie. En fait, c'est plus des réflexions qu'on a les uns les autres. Personne, il n'y a pas de hiérarchie chez René Team. Quelqu'un de Renéco nous dit tiens, j'ai une idée, est-ce qu'on fait ça Qui est partant Allez hop, on met une équipe sur ce projet-là qui veut participer à ce projet-là et puis c'est parti quoi. Il n'y a pas de stratégie et c'est ça qui fait en fait l'ADN de Renéco Team en fait, c'est que Elle est on fait autoportée en fait par sa communauté. Non, c'est ça, c'est la chose exactement. la plus naturelle. Voilà, tout à fait. Et ça nous permet de grandir sans aucune pression en fait. Est-ce que je suis dans le vrai si je dis qu'il y a une mission derrière René Cotim, au cœur de René Cotim, de préserver la nature? Il y a une dimension partage et solidaire très forte. Et puis à côté de ça, est-ce qu'il y a deux leviers qui sont importants en complément, qui sont la notion de mesure, en fait, c'est-à-dire pour rendre tangible ce qu'on fait, et puis peut-être se donner du cœur à l'ouvrage aussi de mesurer le poids de ses actions, et puis la dimension ludique, malgré tout, de cette expérience qui est certes une expérience sportive, mais qui est aussi un moment où on partage du plaisir ensemble et on s'amuse finalement lors de ces sorties en leur donnant en plus du sens. C'est ça, toutes les composantes et les briques? Ouais, c'est ça. C'est le plaisir, le partage et le bien-être perso, mental et physique et le bien-être collectif comme dans un sport co où on est quand à la fin d'un événement, quel qu'il soit en termes de grandeur et du nombre de participants, quand on voit le tas de déchets qu'on a tous ramassés collectivement au milieu de la place ou de la rue,
où on finit le run, on est tous fiers les uns les autres, on a tous mis la main à la pâte. Il y a le regard des passants, beaucoup de passants s'arrêtent et nous disent ah c'est cool ce que vous faites et tout. Et en fait on est tous fiers et il y a pas de différence entre les gens, il n'y a pas de mesure en fait de temps. Toi, tu as mis plus de temps, toi moins de temps que dans une course officielle. C'est un plaisir collectif et le partage. Et c'est ça qui est cool parce que quand on voit les posts des gens, personne ne se compare, tout le monde, tout le monde s'entraide. Et ça, pour rien au monde, je changerais cet ADN de Roneco Team. Est-ce qu'il y a une initiative qui t'a particulièrement marqué jusqu'à maintenant? J'imagine qu'il y en a un très grand nombre, mais est-ce qu'il y en a une qui t'est particulièrement chère? Le projet le plus cher chez Roneco Team, c'est Roneco Team Éducation. C'est Roneco Team Éducation, en fait, c'est à l'initiative de Patrick Busquert, qui habite dans le 77, qui un jour m'envoie un message et qui me dit mais il y a tellement d'enfants et d'adolescents qui viennent sur les événements Roneco Team, quand on voit les photos, les vidéos. Ça te dirait pas qu'on fasse le projet Roneco Team Éducation? Je dis bah si, carrément. Comment tu vois ça? Et donc du coup, il a créé une équipe au sein de Roneco Team, c'est venu comme ça. Et il a créé une équipe avec toute une armée d'ambassadeurs de Roneco Team Éducation. Et on intervient dans les collèges, dans les lycées, dans les grandes écoles, dans les maternelles. Et on crée un cours pédagogique avec les profs où on parle de la préservation de la planète, on parle de la préservation de la faune, de la flore. Et ensuite, on illustre justement ce cours qu'on a eu en théorie dans les salles de classe par une course Run Eco Team où on est avec plein d'élèves. Et là, ça va de la classe de maternelle où ils sont 22, 24 et à carrément plusieurs lycées où on est 2000. Donc c'est des petits jusqu'aux énormes événements et on ramasse des déchets. Les enfants, que ce soit des petits comme les grands dans les grandes écoles, adorent ce genre de projet parce que c'est dans l'ADN de la nouvelle génération de préserver la planète. Il n'y a rien de péjoratif comme on a pu le voir le côté écologique dans les années 90 où c'était un peu marginal d'être sensible à la préservation de la planète. Maintenant, tous les enfants sont au cœur de l'action pour préserver la planète. Et donc, c'est un projet qui me tient à cœur parce que quand je vois le regard des gens, de mes enfants d'ailleurs, qui participent au Renéco, ils sont tellement heureux et tellement fiers d'eux et collectivement que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel de préserver ce projet-là et d'aller de plus en plus haut avec ce projet-là. Est-ce que tu as une idée du volume de déchets que vous ramassez, enfin que René Cotim ramasse chaque semaine à cette période de développement de René Cotim? Et puis est-ce que ces déchets ils donnent lieu à un tri particulier ou ça c'est pas systématique? Alors sur chaque événement qu'on organise, en fait, il y a un élément essentiel, c'est qu'à la fin de chaque course, on organise le tri des déchets, donc avec des conteneurs, en collaboration soit avec les entreprises de tri ou soit avec les communes carrément. Et donc du coup, c'est aussi un aspect ludique de sensibiliser les gens qui nous regardent, les passants ou les gens qui ont participé à l'événement, de les sensibiliser au tri, l'importance du tri. Donc de manière cool, hein, on les motive à faire le tri avec nous, mais c'est pas un truc sanction. Oui, faut mettre ci, il faut mettre ça dans telle poubelle. C'est vraiment un aspect ludique. Et, euh, et donc du coup, ça c'est le côté un peu ludique et pédagogique de Renéco Team sur les événements Renéco. Et après, en termes de comptabilisation, à chaque sortie, quelle que soit la taille de l'événement, en fait, on a des pèse-bagages. Donc, je sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, je C'est des vois, oui. crochets avec un petit écran. Et en fait, on pèse tous les déchets qui ont été ramassés. Et puis après, on fait le compte à la fin de la sortie de combien de déchets on a ramassé. Est-ce que tu observes plutôt une amélioration, une dégradation globale de la situation? Est-ce que finalement le volume de déchets que vous collectez, est-ce que ça peut être un marqueur d'une tendance ou c'est pas forcément extrapolable? Ouais, alors j'ai envie de te dire, entre 2015 et avant le Covid, on a vu une évolution plutôt positive dans le sens où on voyait qu'il y avait de moins en moins de déchets, vraiment moins.
au fur et à mesure de nos actions, parce que les gens sont pas que parce que on avait plus d'actions René Coty, hein, c'est parce que les gens sont de plus en plus sensibles et jettent moins de déchets dans la nature ou en ville. Et depuis le Covid, ça s'est un peu dégradé, voire même pire, entre les masques, enfin, c'est assez J'ai vu une vidéo sur déprimant, laquelle mais tu expliquais avoir ramassé 1 million de masques, c'est ça? Donc j'imagine que les chiffres ont largement gonflé depuis. ouais, ça devient, les masques, c'est une grosse star. En plus, c'est pas recyclable. Alors c'est bien pour préserver par rapport au Covid et de respecter les gestes sanitaires, hein, mais il faut les mettre à la poubelle. C'est ma dernière question de cette introduction. On le comprend, hein, René Coty prend beaucoup de place dans ta vie. Tu dois être un sacré jongleur pour arriver à faire coexister ta vie pro, ta vie familiale. On a parlé de tes 2 enfants. Et puis, il y a au-dessus de ça, en surcouche, des projets sportifs assez ambitieux, dont un dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui, qui est ton premier Ironman. Comment est-ce que tu passes tout ça à la moulinette? Comment est-ce que tu arrives à préserver finalement chacun de ces piliers de ta vie autant que tu le voudrais? Ouais, alors, malgré que je sois obstiné et déterminé dans tous mes projets, Tu cloisonnes bien les choses? ouais, ouais, parce que j'ai pas envie que chaque chose de ma vie empiète sur l'un ou l'autre chose. Que je suis épanoui avec ma femme et mes enfants. On partage tellement de choses de ouf. Les voyages, notre quotidien, ne serait-ce que faire la cuisine avec mes enfants et tout, plein de petites choses comme ça. Et quand je m'organise de manière à ce que justement je préserve cet aspect-là de ma vie perso, pour pas que ça n'ait que ma vie professionnelle et ma vie associative n'aient d'impact sur ça. C'est une organisation. Après, ça se fait, hein. Tout le monde, on a 24 heures par jour. C'est juste qu'il faut les optimiser et ça se fait. Et dans la prépa Ironman, ça a été un peu mis, Un peu plus rock'n'roll probablement. voilà, un peu plus rock'n'roll, mais ça l'a fait et j'ai réussi et c'est cool. Merci beaucoup pour cette intro, Nicolas. On va passer maintenant à la basket chinoise. C'est notre format de portrait chinois de l'épisode. Ça va nous permettre de continuer à mieux te connaître et en savoir plus sur toi. Première question de cette basket chinoise. Si tu étais un personnage fictif, qui serais-tu? Alors ça, c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et Je qui suis n'est pas pas très Iron Man. comment? Qui n'est pas Iron Man, parce qu'il y aura un lien assez direct avec l'épisode. Ouais, qui n'est pas Iron Man, ouais. D'ailleurs, quand tu tapes sur Google Iron Man, tu as 2 aspects. Tu as l'aspect Marvel et tu as l'aspect sport. Exactement. Sur les tatouages, j'avais fait des recherches sur les tatouages parce qu'il y a beaucoup de gens qui se tatouent Iron Man aussi. Ah oui, ouais, Et c'est beaucoup la course notamment, mais aussi ouais, le film. Ouais. c'est ça. En fait, c'est Joel Haley Osment dans Pour un monde meilleur, le film Pour un monde meilleur. Je sais pas si tu l'as vu. Non. C'est un film avec Kevin Spacey et en fait Kevin Spacey est prof dans une école et il leur dit vous allez faire une chose qui peut avoir ou qui a l'objectif d'avoir un retentissement le plus important possible. Et Joel Osment en fait a créé un truc où en gros tu fais un truc bien pour 2 personnes et tu donnes la seule mission à ces 2 personnes de refaire la même chose de bien et de positif à 2 autres personnes. Et en fait, bah, ça fait un effet papillon, si tu veux. En gros, ça part d'un petit garçon qui, dans le film, je crois, a 8 ou 9 ans. Et en fait, ça fait le tour du monde. Parce que, bah, je vais pas spoiler le film, Ça revient mais jusqu'à lui, j'imagine. ouais, voilà. La boucle se Le boucle. film est merveilleux, il est extraordinaire. Et en fait, c'est un aspect complètement positif d'être déterminé dans le positif. Très bien, bah, je me le note. Écoute, dans ma filmographie, je suis passé à côté, donc il faut que j'aille regarder ça. J'ai de quoi occuper mon week-end. Deuxième question de cette basket chinoise, Nicolas. Si tu étais un animal, qui serait-il? Enfin, lequel serait-il? Un chien. Ok. Ah, j'adore les chiens. Je sais pas pourquoi, mais depuis tout petit, j'adore les chiens. Est-ce que vous en avez un à la maison? Non, non, à mon grand désespoir, parce qu'on a un emploi du temps. Quand les enfants seront plus grands, je pense qu'on en aura un. Mais là, entre les enfants, la vie pro de ma femme et ma vie pro perso et la vie associative, en fait, c'est un chien, ça donne tout et ça aime recevoir et c'est le plus fidèle ami de l'homme
et j'aurais pas envie qu'il soit triste à la maison toute la journée. Donc, j'adore les chiens. Ils ont un regard attendrissant, un regard interrogateur. Enfin, ils ont tout, quoi. Ils sont fidèles, ils sont aimants, ils sont sportifs, j'adore. Parfait. Et ils sont comme toi dans une course, quand ils ont un os entre les dents, ils lâchent rien. Ouais, et ben ouais, il y a peut-être cet aspect-là aussi, ouais. C'est qu'ils sont déterminés. Un chien, quand il court à côté de toi, des fois, je vois des coureurs courir avec un chien, et le chien, même s'il est fatigué, il continue, il lâche rien. Et, et il aura toujours cet aspect positif dans le regard, et c'est tout le temps bienveillant, un chien. Quelles que soient les circonstances, un chien est bienveillant. J'ai fait un épisode de course épique consacré au canicross. Je ne sais pas si tu connais cette discipline. Si, j'ai vu, j'en vois C'est hyper beaucoup. spectaculaire en fait. Ouais. J'ai interrogé un champion de canicross, Anthony Lemoine, qui était champion du Ah monde. oui. Ils vont à 20 km/h. Enfin, Ah ouais, c'est ouais. des allures de dingue. C'est insoupçonnable. Et même le chien, faut qu'il soit. Enfin, j'ai lu un article il y a pas très longtemps, et même le chien, il l'entraîne et tout. C'est un truc de dingue. C'est énorme. C'est énorme. Et puis il y a une communion évidemment entre l'homme et l'animal qui est hyper touchante, quoi. Ah Quand bah tu le ouais. ressens, c'est vraiment une équipe, quoi. J'en profite pour recommander cet épisode pour ceux qui ne l'auraient pas encore écouté. Dernière question, Nicolas. Est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait une source d'inspiration pour toi, donc de par soit ses performances, soit ses valeurs, ce qu'il est? Alors là, depuis très 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 longtemps, c'est Tony Parker. Et en plus, j'ai eu la chance de le rencontrer l'année dernière. Et parce que c'est un mec qui a été déterminé à faire ce qu'il a accompli dans sa carrière sportive depuis tout petit. Et il a tout mis en place, tout fait pour justement atteindre ce niveau-là et atteindre ses rêves. Et même encore maintenant dans sa vie pro, il met tout en place pour réussir chacun de ses projets. Il a toujours un coup d'avance, je trouve. Il est toujours dans Ah l'anticipation, la ouais, construction en fait de l'après, quoi. c'est Je pense que énorme. très tôt, il savait ce que serait sa vie après le sport. Exactement. Tout est calculé, tout est mesuré, et en plus avec toujours ce côté positif. Il n'y a jamais de négatif chez Tony Parker. Et j'ai eu la chance de le rencontrer il y a un an. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Humainement, au-delà de l'aspect médiatique, cette personne, c'est une personne humaine. Et quand on le voit à côté, on pourrait croire que c'est un mythe, qu'il n'existe pas, parce que c'est une personne parfaite quand on le voit à la télé, dans ses discours et tout. Et en fait, non, il est bien réel, il existe bien. Et dans la vraie vie, il est vraiment Et comme il est ça. sincère dans son approche. Déterminé, positif, encourageant, bienveillant. Et je sais pas, on va croire que j'ai des actions dans la société Tony Parker, mais pas du tout. Et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et à un moment de sa carrière et je pense que je suis pas le seul qui m'a marqué, c'est le discours qu'il a eu au match France-Espagne, où où il a une phrase qui m'a marqué, et qui me marque encore. C'est quelle que soit l'issue du match, moi je rentre sur le terrain pour la deuxième période, mais par contre je sortirai la tête de haute, même si on perd. Et je lâcherai rien et je donnerai tout. Donc il a motivé ses partenaires comme ça, et à la fin on sait le résultat, ils gagnent alors qu'ils étaient menés largement en première mi-temps. Mais il leur a dit, les gars, moi, à la fin du match, je sors la tête haute, et j'espère que vous allez vouloir faire pareil. Et au final, ils sont rentrés, mais avec une rage positive, collective. Et voilà, ça représente tout ce qu'il a été depuis tout petit. Enfin, il y a une anecdote sur lui, je sais pas si vous avez vu le reportage sur une plateforme de streaming. Euh, Petit, quand il était à l'INSEP, il était donc en prépa basketteur, et normalement, ils étaient en vacances quand ils étaient gamins, et lui allait faire des stages d'athlé pour travailler son cardio, en plus, alors qu'il était en vacances. Il a tout entrepris ouais, pour se donner les moyens d'y arriver. Il lâche pas, quoi. Et pareil, quand il est arrivé à San Antonio, Tim Duncan, il voyait le petit Frenchie arriver, qui était déterminé, mais pas encore la dimension de ce qu'il allait être. Il lui a presque pas parlé pendant un an, quoi. Et Tony Parker, certains sportifs auraient polémiqué, comme on a pu voir il y a pas très longtemps d'ailleurs dans le foot, auraient polémiqué, faire des sorties médias et tout ça. Lui, il a rongé son frein. Il a été au Ça charbon l'a motivé tous les forcément. jours. Et à la finale, maintenant, c'est les plus grands amis du monde, Tim Duncan et Tony Parker. Et parce qu'il y a eu ce respect qui s'est installé petit à petit. Il n'a pas grillé les étapes, mais par contre, il a travaillé pour ça, quoi. Je mettrai dans la description de cet épisode le lien vers la vidéo dont tu parles avec Tony Parker et puis Théo Curin,
si je dis pas de bêtises. Ouais, Théo Curin, bah, c'est quelqu'un d'extraordinaire Aussi un aussi, hein. sportif Ouais. exceptionnel, enfin un homme exceptionnel. Bah, ce jour-là, j'ai rencontré Théo Curin, qui est au-delà du commun des mortels, et Tony Parker. Bah, il y a des dates comme ça dans une vie où après la naissance de mes enfants et leur rencontre avec ma femme, bah, après ces événements-là, ça fait partie des événements de ma vie qui m'ont marqué et qui me font vivre au quotidien positivement encore aujourd'hui. Pour remettre en contexte, Théo Curin, c'est ce nageur français paralympique qui a traversé il y a quelques mois le lac Titicaca, notamment, Ouais, en 11 jours de ah nage en ouais, totale en autonomie. Et ils tractaient leur radeau qui pesait plus de 400 kilos. Donc voilà, 122 km de nage avec Malia Metella et Mathieu Vidvoet, je crois. oui, Voilà, c'était une aventure exceptionnelle. énorme. Il y a beaucoup de belles références en tout cas dans le sport et beaucoup d'inspiration. Merci beaucoup Nicolas. On va parler maintenant de ta course épique, l'Ironman de Cascais. Je vais le dire à la portugaise, je vais le refaire de Cascais. Ouais, très Je bien, sais pas si c'est ça. Ouais. c'est ça. Je vais juste planter le décor de cette course et puis remettre un peu en perspective ce format Ironman. Donc le triathlon a ce site particulier qu'il combine 3 disciplines enchaînées, la natation, le cyclisme et la course à pied. Ces 3 épreuves successives se disputent selon 6 formats de course qui vont du format XS, dit découverte, au format XXL, mythique, qui est l'Ironman et qui est donc le format auquel on va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Les distances, parlons-en et accrochez-vous, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et pour conclure en beauté, il convient de boucler cet Ironman avec un marathon, rien que ça. Les transitions font également partie intégrante du triathlon et constituent une 4e discipline déterminante. Donc voilà, ça requiert un entraînement méticuleux pour gagner des précieuses minutes de course ou à défaut essayer de pas trop en perdre. On va se plonger maintenant plus particulièrement sur le parcours qui vous attend, je dis vous, parce que c'est un projet que vous avez entrepris à deux, mais tu auras l'occasion de nous le raconter, Nicolas. L'épreuve donc de cet Ironman de Cascais, elle est constituée d'une boucle de 3,8 km, ça je l'ai dit. Elle commence à la plage de Ribera. Le parcours vous emmène le long de la baie protégée du village jusqu'au club naval. Et petit point météo des plages, quand même, c'est important. En octobre, qui est la date de cet Ironman, la température de l'eau varie entre 18 et 20 degrés. Après 630 mètres de transition, débutent les 2 boucles du parcours de 180 km à vélo. Le parcours offre des spectaculaires points de vue sur la Riviera portugaise, la route de la plage de Guincho, mais aussi sur la magnifique nature de Sintra et Cascais. L'ascension vers la montagne ajoute encore un peu de piment à l'épreuve avec un total de 1450 mètres de D+, à gravir. Je pense que tu as dû particulièrement aimer ça. Et puis en descendant de la montagne, il y a un passage assez chouette, qui est un passage sur le circuit de Formule 1 d'Estoril, qui n'est plus en activité aujourd'hui, avant un long segment en front de mer et puis un retour sur la zone de transition. Et enfin, 3 boucles pour les 42,2 km du marathon qui t'attend à la fin de cette épreuve. Un parcours qui peut s'avérer visiblement très délicat sur place, surtout les jours de vent, et qui contraste visiblement avec l'atmosphère solitaire et côtière de la route de Guincho et les foules extatiques urbaines que tu peux être amené à croiser à Cascais. Donc on l'aura compris, ça va être un exercice sacrément exigeant. Je ne suis pas certain que tu aies eu des petites pastéis le long du parcours pour te rebooster et te remonter le Ah, moral. ça aurait été cool ça, en ravito des Ça aurait été pastéis, sympa, ouais, ça ouais. aurait été pas mal. Peut-être une idée si les gens veulent développer voilà, une offre de nutrition de gamme autour des pastéis en gel ou en... Voilà, il y a peut-être quelque chose Il y à a peut-être quelque imaginer. chose à faire, ouais. Ouais. Allez, on se lance, Nicolas. Allez, avant ça, on va quand même se frotter à la question typique de course épique. Ne crois pas que tu vas y échapper. C'est une question très gentiment piège que je pose à tous mes invités. Dans cette question typique, aujourd'hui, on va évoquer un athlète américain qui a beaucoup fait parler de lui dans les années 80. Ce coureur, il s'appelle Walt Stack, qui n'est pas particulièrement connu, mais il s'est fait remarquer en 1988 en jouant dans une publicité pour un très célèbre équipementier sportif. Il a alors 80 ans, on l'y voit courir torse nu sur le Golden Gate Bridge à San Francisco, et il explique sans perdre son souffle qu'il court 17 miles chaque matin. Donc voilà, c'est sa petite sortie au petit-déj, et ça doit faire quoi 17 miles? C'est à peu près entre 25 et 30 km, j'imagine. Et donc voilà, Walt juge bon de préciser dans ce spot publicitaire que lorsque les gens lui demandent comment il fait pour ne pas claquer les dents pendant ses sorties en hiver, il répond qu'il les laisse au vestiaire. Voilà, je vous laisse comprendre pourquoi. Donc on a compris, Walt, c'est une forte personnalité qui aura marqué l'histoire de la course à pied américaine. Mais figure-toi qu'il a aussi marqué l'histoire de l'Ironman. Il a en effet participé quelques années plus tôt, en 1982, au célèbre Ironman d'Hawaï à l'âge de 74 ans. Sa participation aura été particulièrement remarquée cette année-là et aura eu pour effet d'entraîner un changement de réglementation qui est encore valide aujourd'hui dans l'Ironman et qui a été mis en place dès l'année suivante. Et tout ça, c'est à cause ou grâce à lui. Est-ce que tu as une idée de ce qui a pu se passer de particulier avec Walt cette année-là sur l'Ironman d'Hawaï? Pas du tout. C'est pas facile, hein, je l'avoue. En fait, c'est le coureur qui a mis le plus de temps de l'histoire à réaliser un Ah Ironman, puisqu'il ouais! a mis 26 heures et 20 minutes. Et donc là, les organisateurs sont regardés tous à l'arrivée en se disant que c'était peut-être un petit peu long. Donc ils ont décidé, suite à cette course de Walt,
qui est donc un personnage assez original, on va le dire, et puis je vais t'expliquer ce qu'il a fait ensuite. L'idée, c'était désormais d'établir une limite de temps dès l'année suivante, qui est une limite encore valide aujourd'hui. Donc, depuis ce fait d'armes de Walt, les participants aux Ironman n'ont plus que 17 heures maximum pour boucler la course. Et donc, pour la petite histoire, il a réussi l'épreuve de nage sans trop de difficultés dans l'océan. Et puis, la situation s'est un peu corsée ensuite. Il a commencé sa longue balade à vélo de 180 km sur un vélo de grand-mère, en fait, qu'il avait, qui avait qu'une seule vitesse. Donc, je pense qu'il a été assez tranquillement. Et ensuite, il s'est accordé le lendemain matin, donc parce que comme il a pris un petit peu de temps en vélo, pendant le marathon, il a été se faire une bonne petite pause dans un resto pour un petit déj complet à base de gaufres avant de terminer sa course, donc 26 heures après en avoir pris le départ. Voilà, donc il aura pris le temps. Mais il l'a fait. Mais il l'a fait, exactement, et c'est ça l'essentiel. Effectivement, c'est ce que nous aussi, les choses qu'on a envie de mettre en avant chez Course Épique, c'est tous ceux qui terminent et qui réussissent à atteindre leurs objectifs à leur échelle. Il n'y a rien de plus important que ça. Voilà, je pense qu'on a eu affaire, on peut dire qu'on a eu affaire ici à une tortue assez géniale en la personne de Walt, qui est un sacré personnage. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil Ouais, je vais à la regarder vidéo en ça. question sur le Golden Gate Bridge. Allez, c'en est fini de notre question qui pique. On va passer désormais à ta course épique, Nicolas. Tu nous l'as dit, donc la course à pied a retrouvé finalement sa place dans ta vie d'adulte quand tu as appris que ta femme était enceinte. Tu as ensuite connu une première expérience sur un format Half Ironman avec ton ami Antoine, un épisode qui n'a pas été tout à fait à la hauteur de ce que tu imaginais ou qui n'a pas été forcément très concluant. Est-ce que tu peux nous raconter ta première expérience sur ce format triathlon et avec cet Half Ironman? En fait, je m'élance le matin pour faire l'Alpha Ironman et je pars à la natation, tout se passe bien, je sors de la natation et tout. Et là, je prends mon vélo pour faire les 90 km sur l'Alpha Ironman de vélo et ensuite le semi-marathon. Et au bout de 16 km, mon pédalier a cassé. Donc là, je me dis, je vais le réparer. T'avais un vélo à une seule vitesse ou pas? C'était ça le problème? Oui, non, c'était pas un vélo de grand-mère, c'était un vélo d'une grande marque de sport bleu. Mais ouais, non, le cadre, le pédalier s'est fendu et donc du coup, je me suis dit, je vais le réparer. Là, il y a un commissaire de course qui est arrivé, il a regardé, il me dit, désolé, mais là, tu vas devoir t'arrêter parce que c'est pas possible, quoi, même d'un point de vue sécurité. Donc, Expérience avortée. ouais, voilà. Donc, déçu. Mais tout de suite, tu te dis qu'il faut que tu réessayes, forcément. Oui. Ouais. On commence à comprendre le personnage. Forcément, c'était un échec. Bon, là, c'était pas de mon ressort, mais non, voilà, ouais, voilà. Où est-ce qu'on re-signe et quand est-ce qu'il y a la prochaine course et hop, c'est reparti, quoi. Allez, hop, les Sables d'Olonne, c'est parti. Voilà. Donc, je re-signe pour une deuxième édition et là, encore mieux préparé parce que le vélo, en fait, je connaissais pas le vélo de route, je savais pas trop ce que c'était quand j'ai commencé à faire du triathlon, à m'entraîner pour le triathlon. Et donc, c'est pas le même effort que la course à pied, c'est pas la même position, c'est pas les mêmes contraintes physiques, donc c'est dur, il faut apprendre. Et donc, j'ai tout mis en place et petit à petit, ça s'est mis en place. Et deuxième édition, je prends le départ de l'Alpha Ironman des Sables d'Olonne et là tout s'est bien passé, content, en pleine forme et surtout que du positif et en plus en ramassant des déchets sur la partie semi-marathon avec mon sac habituel que j'ai sur toutes mes courses où je cours et je ramasse des déchets. On l'imagine, tu as forcément envie d'aller un petit peu plus loin ou d'essayer quelque chose de différent. Donc l'étape d'après, c'était un projet d'Ironman. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce projet de participer à l'Ironman de Cascais? C'est un projet, donc je l'ai dit, on n'a pas encore parlé, mais que tu as envisagé avec Antoine, un de tes amis très proches. Est-ce que tu peux nous raconter là aussi la genèse et puis le moment où vous êtes tapé dans les mains en disant ok, c'est ça le prochain projet ensemble? Antoine, il sait que je suis quelqu'un de déterminé et quand on me lance un défi, rarement je vais dire non, c'est pas pour moi. Alors du coup, il me dit bon, on a fait un half, c'est cool, c'est sympa, hein, mais il y a l'Ironman et on peut pas parler d'Alpha Ironman sans parler d'Ironman. C'est comme faire un semi-marathon et pas parler de marathon dans un coin de sa tête. Il te dit ça dès la ligne d'arrivée ou Pas très longtemps après. il était tombé dessus pas très... Ouais, ok. Il a profité Ouais. de l'adrénaline. Les endorphines qui étaient encore présentes. Et donc du coup, il me dit vas-y, viens, on fait un Ironman. Et j'ai dit ouais, c'est beaucoup d'entraînement et tout. Et il me dit, et il a pas beaucoup insisté en vrai, et parce que j'ai dit vas-y, on y va, quoi.
obligé, on y va, quel que soit notre niveau. On n'est pas des Vincent Louis, on n'est pas des champions du monde, mais on a notre niveau, mais on le finira ensemble, quoi. Et de là est parti 1 an de prépa. 1 an de prépa où faut osciller selon les semaines entre 8 heures et 15 heures de sport par semaine. Donc à cette époque, ayant 2 enfants, beaucoup de travail en ostéo, forcément je suis en libéral, donc je fais pas mal d'heures. Donc là, ça a été un micmac d'emploi du temps. Bah, ça s'est mis en place et puis bah, 1 an d'entraînement où on se motivait. On en a passé des heures au téléphone avec Antoine quand les blabla run, les blabla bike et les moments où on était soit l'un un peu fatigué ou l'autre, bah, on se motivait tous les deux et hop, c'était reparti quoi. Vous êtes entouré aussi d'un coach. Est-ce que c'était essentiel pour toi et pour vous d'avoir ce cadre pour Ouais. préserver la motivation, t'assurer de ta bonne discipline et puis finalement te donner toutes les chances de succès? C'était un prérequis Ouais, comme je disais indispensable? tout à l'heure, en fait, je vois beaucoup de sportifs amateurs et de haut niveau en consultation. Et pour pas te blesser, bien faire les choses et que le jour J, tu te sentes prêt et serein dans ta tête et aussi physiquement, faut bien faire les choses. Et pour le coup, un Ironman, il faut vraiment avoir une stratégie de prépa bien établie et avec un vrai cadre, que ce soit alimentaire, sportif, physique et dans la tête, pour pouvoir le réussir et surtout aller au bout, quoi. Et surtout aller au bout en bon état. Et Pacôme et Bénédicte, Pacôme Thibaut et Bénédicte Perron, qui sont des athlètes de folie, c'est leur métier. Pacôme, il fait beaucoup de triathlon à très haut niveau, il fait du trail. Bénédicte Perron, elle est triathlète de haut niveau et maintenant elle fait beaucoup de trail. Là, ce week-end, je crois qu'elle a fait un trail de 80 km. Elle a le t-shirt black du Northman, donc je vous invite à aller voir la course que c'est, mais c'est un Ironman, mais en 10 fois plus dur. Donc c'est des coachs qui m'ont Et en 20 fois plus froid ouais, en 10 fois aussi. plus froid. Et donc, du coup, c'est les coachs qui nous ont accompagnés tout au long de la prépa, qui nous ont établi nos plans d'entraînement et nous ont motivés lors de calls qu'on avait hebdomadaires. Et, euh, et voilà, ça s'est mis en place petit à petit avec des pros de la discipline. Est-ce que tu peux nous donner dans les grandes lignes peut-être les différents cycles qu'il y a eu sur cette année de préparation, qu'on ait un ordre d'idée de ce que ça représente comme engagement de se lancer dans une telle prépa? Bah, au début, on commence à 8 heures par semaine, à peu près. Donc 8 heures, ça se cale assez bien dans un emploi du temps. Et puis pour monter à des pointes de 15 heures. Et là, tu parles de toutes disciplines confondues. Ouais, Est-ce que tu travailles simultanément les trois chaque natte, semaine et dans des vélo volumes et comparables? à peu près pareil, ouais. La natte un peu moins. Vélo, c'est beaucoup de volume. Et course à pied, c'est entre la natte et le vélo. Euh, et c'est des blocs de 3 semaines. 3 semaines où on fait 15 heures par semaine, une semaine 8 heures. Donc c'est comme ça toute l'année. Après, avec différents aspects spécifiques. Donc on a la période de prépa générale où on met tout en place. Donc au niveau de la course à pied, on travaille le fond, quoi. Et ensuite la période spécifique et ensuite avec la montée en charge où là on tape vraiment dedans avec des grosses sorties vélo qui font 5 heures, des grosses sorties course à pied de 20, entre 20 et 30 km et des grosses sorties natation en piscine ou en eau libre qui font entre 3 et 4 km 5. Comment tu te gères, toi, sur ces périodes-là? Parce que là, l'exercice est à ça de particulier que c'est une phase de préparation qui est particulièrement longue, peut-être par rapport à ce que tu as connu sur tes prépas de marathon et semi. Est-ce que tu es constant dans ta motivation? Est-ce qu'il y a des moments de doute? Ou est-ce que vraiment la quête dans laquelle tu es te porte au quotidien et ça t'aide à garder le cap sans être dans le doute? Clairement, sur une prépa Ironman, on connaît ses retranchements à un moment ou à un autre, pendant la prépa. Et on connaît le confort de notre vie de famille. Parce que ma femme et mes enfants ont été là pour moi, pour m'aider, m'accompagner, les moments où j'étais fatigué, les moments où des moments par exemple où le samedi matin et le dimanche matin, il faut se lever à 6 heures pour aller faire 3 heures de vélo et ensuite 1 heure de course à pied.
pour pas que ça n'ait d'influence sur notre emploi du temps familial, forcément, j'essayais de faire, parce que il y a des journées où il faut faire 4-5 heures de sport, notamment le samedi où il faut faire beaucoup de volume. En gros, il faut faire un Ironman dans le week-end, quoi. Donc, euh, donc, pour pas que ça n'ait d'impact sur la vie de famille, que je puisse partager des moments avec ma femme et mes enfants, bah, je me levais le matin à 5h30, 6h, le samedi et le dimanche. Je faisais mes grosses sorties et mes grosses charges d'entraînement jusqu'à 10h. Et à 10h, bah, on prenait tous le petit-déj ensemble et puis la journée était partie, quoi. Et le réveil, quand il sonne à 6h, ma femme, plus d'une fois, elle m'a dit: Nico, vas-y, quoi. Tu vas, tu... On va chercher des croissants. Ouais, c'est ça. Reviens, fais ta C'était juste sortie, pour ça. reviens avec les C'était croissants. juste pour ça. C'était pas Ah, mais pour te c'était motiver. peut-être ça, en fait. J'avais pas À vu, mon tu avis, vois, c'est ça. Ouais. Repense-y. l'aspect sournois. Non, elle m'a motivé, elle m'a épaulé, elle m'a accompagné, et mes enfants, pareil, Charles, bon, Victoria, elle était petite, elle avait moins d'un an, mais Charles, il m'a motivé, mais de fou, quoi. Il m'a dit: Papa, t'as fondé Roneco, tu vas être Ironman. Et même s'il savait pas la dimension, il m'a motivé tous les jours, quoi. Même des fois, j'avais un footing de récup à faire. Hop, il me dit: Papa, je prends mon vélo, je vais t'aider. C'est trop gentil. Enfin, on allait avec son petit vélo et puis moi je courais au stade à côté et j'étais en footing de récup. Et Il t'a proposé de te faire l'aspiration sur la course ouais, aussi? un petit peu, ouais. Mais en tout cas, il portait la gourde. Je lui avais mis un porte-gourde et donc du coup, ça me permet de m'hydrater. Et ça m'évitait de porter la gourde sur les semaines où j'étais un peu KO. Des projets comme celui-là, est-ce que tu les penses pour ton expérience personnelle en premier lieu, ou est-ce que c'est toujours dans l'idée que ça va être un levier au service du projet Run Eco Team et de sa visibilité, ou est-ce que pour toi c'est un ensemble? Bah, en fait, c'est un ensemble parce que bah forcément, bah, quand on a lancé ce projet-là avec Antoine de faire un Ironman et de ramasser des déchets, il y a les organisateurs Ironman, du coup, bah, qui ont créé un petit film sur l'histoire de René Coty, mais sur mon histoire perso avec Antoine, de fait de partir de rien et de finir sur un Ironman. Donc ça, on est passé forcément dans des médias avec la société Ironman. Ensuite, il y a des grandes chaînes de télévision, je sais pas si je peux les citer, mais où on est passé au journal de 13h, de 20h, parce qu'on allait faire un Ironman et ramasser des déchets. Donc, au-delà du projet personnel, qui peut être un peu, entre guillemets, jugé égocentrique par certaines personnes, bah ça a une utilité collective parce que justement, on en parle, même encore aujourd'hui, on en parle aujourd'hui alors que ça fait presque un an que c'est passé. Et on passe dans les médias et on fait connaître Necoteam via ce genre de projet. Et là, bon, là, on en parle un peu plus parce que je suis le fondateur de Renecoteam, mais il y a plein de personnes qui sont membres de Renecoteam et qui font des projets tout aussi extraordinaires et impactants sur leur vie professionnelle et personnelle, qui aboutissent aussi à la médiatisation de leurs projets et de leurs performances sportives. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire parler de la préservation de la planète de manière positive. Donc moi je le fais avec Antoine, mais il y a des milliers de membres de Reneco qui le font et qui portent les couleurs de Reneco Team le jour de leur course, pendant leur prépa, et qui font parler d'eux et de Reneco Team positivement. Donc si on regarde ça de manière un peu basique, oui, ça paraît égocentrique parce que tout projet sportif perso est égocentrique, on est bien d'accord. Mais au final, c'est un aboutissement collectif parce qu'on est tous fiers les uns des autres chez Reneco de nos challenges. Après, c'est vrai que la dimension égocentrique, elle peut être perçue comme négative, mais on peut se dire que c'est un projet là ici qui est individuel et collectif, qu'elle est deux volets, C'est quoi. ça, c'est exactement ça. On se motive les uns les autres et si un membre de Reneco fait un projet de fou en termes de performance sportive, bah, ça va motiver d'autres personnes et petit à petit, ça fait comme dans le film Pour un monde meilleur. Si ça peut motiver un tout petit peu une autre personne et encore une autre personne et encore une autre personne à faire des courses et à ramasser des déchets, mais tant mieux. Même si même si ça motive que 1% des personnes qui nous ont vus, mais 1% c'est déjà énorme. Il y a, je regardais, je crois qu'il y a 1 milliard de personnes qui fait au moins un footing par semaine dans le monde.
Et donc, 1% d'un milliard, ça fait beaucoup, effectivement. même Ça 1% fait d'un beaucoup. milliard, c'est énorme. Donc, si on peut préserver la planète grâce à ça, bah, tant mieux. Est-ce que cet élan collectif qu'on sent bien derrière ce projet-là, et puis derrière, de manière générale, tu le disais, tous les projets Run Ecoteam, est-ce que c'est une motivation, j'imagine, évidente? Est-ce que c'est aussi une forme de pression? Est-ce que tu te sens attendu? Est-ce qu'il y a une petite surcouche de pression additionnelle? La pression, non, parce que alors pour le coup, je peux être, obsessionnel en fait dans mon exigence, perso à établir les projets et tout ça. Mais après, je j'ai pas la pression, j'ai pas de pression. Ce Tout ce que je vis, je le vis à 100 et positivement. Ma femme, pour le coup, elle me dit: «Mais tu stresses jamais?» Et non, je stresse pas. Je stresse pas parce que, si on fait toutes les choses bien, on n'a pas à stresser. Le stress, c'est enfin, en tout cas, je j'ai pas de stress négatif. Du stress positif, ça, j'en ai. Je me mets la pression pour, accomplir mes projets et puis les projets collectifs, mais je stresse pas négativement. Enfin, tout quand j'ai rencontré Zuckerberg, j'étais pas stressé, j'étais, content, je vivais à 100 la journée qu'on a vécue avec lui. Quand j'ai fait un TEDx, devant 500 personnes, en présentiel, j'étais pas stressé, j'étais content de partager l'histoire de René Cotim et les valeurs collectives qu'on a, et de représenter les membres par, ce TEDx-là. Non, c'est pas du stress, c'est que de la pression positive et c'est un aspect positif de ma personnalité, c'est que le stress m'inspire que positivement. On va rentrer un peu plus en détail dans ta course. Avant ça, je demandais un petit top 3. Est-ce que tu peux me parler de tes affinités avec les trois disciplines du triathlon? C'est quoi de ta favorite à celle que tu aimes le moins? Ce serait quoi dans Bah, l'ordre? la course parce que j'adore courir. La natation parce que j'en ai fait depuis tout petit et puis j'aime, ce moment où on est dans l'eau, on n'entend rien, où on entend le bruit des vagues, le bruit de la nature quand on nage en eau vive et puis après le vélo. Le vélo, je suis passé par des moments très difficiles, très, très difficiles dans l'apprentissage du vélo, c'est très dur. Est-ce que tu peux nous parler plus particulièrement de la réglementation qui est relative à la gestion des déchets sur un Ironman? Est-ce qu'il y a des équipements obligatoires ou spécifiques que toi tu prévois d'apporter on a compris, il y a le défi sportif, mais il y a aussi un engagement pour la préservation de l'environnement. Comment est-ce que c'est déjà cadré par la course elle-même? Et puis toi, qu'est-ce que tu as en tête de réaliser à l'occasion de cet Ironman? Bah, déjà, en fait, ce qu'il faut savoir, contrairement à la course à pied, il y a des zones propres et des zones sales et soumis à des sanctions en triathlon. Que ça soit de l'amateur au professionnel, si tu jettes des déchets dans une zone propre, donc tu as une sanction. Tu as un carton jaune, donc avec une pénalité, tu as 5 minutes, à faire dans une, penalty box, comme on dit. En fait, sur le parcours, tu des tentes où tu dois t'arrêter si jamais, tu as eu un carton jaune et pour le coup, tu as des sanctions sportives, si jamais, tu doubles par la droite, des choses comme ça en vélo. Mais si tu jettes un déchet et que le commissaire te voit, bah, tu es sanctionné. Et moi, je trouve ça génial. Enfin, de pas, tu as des zones propres, des zones sales, et c'est important de respecter la nature et l'environnement dans lequel tu t'épanouis sportivement. Et cette règle dans le triathlon, elle devrait être aussi dans la Fédération internationale d'athlétisme. Quand tu fais un marathon, quel que soit le niveau, tu dois mettre les déchets dans une poubelle. C'est pas compliqué, ça prend pas de temps et d'ailleurs, des fois, j'ai eu des débats sur des marathons que j'ai pu faire de gens, qui disent, «Ah oui, j'ai pas pu viser la poubelle». Mais quand on voit des sportifs de très haut niveau, des marathoniens, champions du monde, recordman du monde, qui mettent leur bouteille et qui prennent le temps de le mettre dans la foulée, de viser la poubelle, ou des mecs comme Kylian Jornet qui font des ultra trails de 170 kilomètres et qui prennent la bouteille et attendent de la jeter, de croiser une poubelle pour mettre dans la poubelle, on a tous le temps de mettre le déchet dans une poubelle. C'est pas compliqué. Et pour moi, ça passe par des règles. Et zone propre, zone sale. Donc la course à pied devrait s'en inspirer aussi. La course à pied devrait grandement s'en inspirer parce qu'on a beau dire qu'on met des poubelles à disposition,
C'est un peu j'ai rarement un discours négatif, mais là, pour le coup, j'ai jamais vu une course à pied propre. Est-ce que tu peux nous parler, Nicolas, de ce que tu t'attends à vivre avec cet Ironman de Cascais? Alors, de la pression positive, on était ultra excités avec Antoine. Enfin, on est arrivé 2 jours avant et on était comme des lions en cage, quoi. On avait trop envie, d'en découdre, quoi. On a repéré le parcours en natte, en course à pied. Bon, on n'a pas fait les 190 kilomètres de vélo, mais on a regardé les portions et tout. Et en fait, quand on a vu le cadre dans lequel on allait faire notre course, mais Cascais, si vous connaissez pas, c'est tout simplement magnifique. C'est Sintra, comme tu as pu le dire. Le long de la côte, là, c'est splendide. Les Portugais sont extraordinairement accueillants. Donc on avait tellement envie. On a travaillé 1 an pour ça. On a tout mis en place dans notre vie pro, perso pour pouvoir s'entraîner pour ça. Donc on avait envie que d'une seule chose, c'est d'entendre le speaker lancer le départ, quoi, avec toute le show à la méthode Ironman en plus. Est-ce que tu peux nous raconter la mise en route le jour J en amont de la course et les petits rituels d'avant-course? Comment se passe le réveil jusqu'à la ligne de départ? Comment est-ce que tout ça s'est organisé pour toi? Enfin, pour vous Comme deux? beaucoup de monde, la veille d'une course, on dort pas beaucoup parce qu'on est trop excité, quoi. On est trop, trop Il y a content. soit trop excité, soit trop stressé. Il y a les deux options, mais toi, on a compris de quel Ah ouais, côté moi tu penches. je suis comme un fou, quoi. J'ai comme un gamin la veille de Noël, quoi. Et donc on se lève à 5h30, le temps de 5h, peut-être 5h30. Le départ était à 7h20. Donc on se lève ouais 2h30 avant, donc c'était 5h. Donc on prépare petit déj, on se réveille tranquille, on va mettre notre ravito sur notre vélo dans le sas à vélo. On revient à la maison, on prépare nos affaires, on prépare notre combi, on met notre combi et puis là on va s'aligner. Le jour commence un tout petit peu à se lever et là on arrive dans les zones de départ avec la musique à fond à la méthode Ironman, avec des visages beaucoup fermés. Beaucoup de personnes avaient le visage fermé, un peu stressé, un peu anxieux. Nous, avec Antoine, il y a même un moment, je crois, on a dansé dans le sas de départ. On était comme des La fous, détente absolue. trop contents, ouais. Trop trop contents. Le soleil se lève sur Cascais, le port de Cascais, là où on part, c'est magnifique, c'est sublime. Superbe ambiance. On croise des têtes qu'on connaît, des personnes nous reconnaissent via Roneco et nous disent ah vous allez vraiment ramasser des déchets et ouais ouais on va le faire et tout. Il y a un Portugais, un Italien qui nous dit ah je suis de Roneco Italie et il nous dit bah, bon courage les gars, j'espère qu'on se croisera à la fin et donc ouais non c'était magique. On pouvait pas rêver mieux. Le soleil était orange, il était dans l'axe de la mer, il reflétait sur la mer, c'était magique. Et ben voilà, t'as gagné, j'ai envie d'y être. Ah ouais, Ça donne envie. mais tellement. Donc vous êtes parti, le départ se fait pas en mass start, en gros, c'est des groupes par groupe de 6. Vous partez dans les derniers sas, c'est ça, si j'ai bien compris. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler d'épreuve de natation? Comment est-ce que vous avez géré cette partie-là qui s'est globalement très bien passée pour vous? En fait, toutes les 5 secondes, il y a 6 personnes qui partent. Donc on entend tout, 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 comme ça pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et jusqu'au moment où en fait, c'est à nous quoi, on y va. Et On là, arrête de danser, faut y aller maintenant. ouais, c'est ça, on arrête de danser, c'est parti et on se met au charbon quoi. Et donc là, 100 mètres de course sur le sable, et là on rentre dans l'eau, et là on nage. Et là tu kiffes. Et là tu te dis, ça y est, c'est parti, j'ai passé une journée de ouf. Il peut se passer n'importe quoi, mais Ça va c'est, marquer ta vie. c'est une date que je vais cocher dans ma vie quoi. Et donc du coup, hop, je nage, je nage. Première bouée, tout se passe bien. Deuxième bouée, tout se passe bien. Et là, je me dis, j'avais pas trop de repères. En fait, à la deuxième bouée, je savais pas s'il fallait tourner ou fallait être tout droit. Et en fait, et donc du coup, je suis la masse parce qu'on est quand même 2000 athlètes, 2000 triathlètes. Donc je suis la masse et là, et je vois la dernière bouée. Et là, la dernière bouée, elle était vraiment loin.
Et donc, bah, là, ça a été un peu dur. Ça piquait un peu. Pas physiquement, mais mentalement. Mais je me dis, vas-y, Nico, ça va le faire, ça va le faire. Surtout que là, le courant était un peu contre. Et donc, je pousse. Et en fait, au moment où on fait le virage, on revient sur notre pas. Après le retour, bah là, j'ai kiffé parce que le soleil était vraiment bien réveillé. La mer, elle était calme pour le coup, dans ce sens-là. Ça nous poussait même un peu. Et là, ça a été que du kiff. 3800 mètres de nage, de kiff. On va dire que de 30 à 50% de la distance, ça a été dur. Et à partir de 50% au moment du demi-tour, ça a été que du plaisir. Dans la continuité de tous ces bons moments, rayon bonne nouvelle, tu as eu peu de déchets, en fait, pas de déchets à ramasser sur ton parcours. Finalement, l'eau était propre. Bah, en fait, on avait déjà nagé la veille et l'avant-veille dans la zone pour voir s'il y avait des déchets et puis pour éventuellement en ramasser s'il y en avait. Bah, avec une grande surprise, on n'en voyait pas, ni ceux qui flottaient, ni ceux qui étaient à proximité de nous. On n'en a pas vu du tout, mais du tout, du tout. Donc c'était très propre. Donc je pourrais pas dire. Je sais qu'on a un groupe au Portugal, Run Eco Team Portugal, qui est très actif, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de déchets. Il y avait très peu de déchets, et voire même pas du tout. Exercice pas très simple ensuite, c'est la sortie de l'eau et la transition avant le vélo. Comment tu vis ce moment? Transition, donc là on arrive dans la cale du port. Les premiers pas pour tous ceux qui ont fait du triathlon, les premiers pas quand tu sors de 1 heure et quart de natte et que tu te mets debout et que là tu commences à marcher. Ça swing un peu. Ouais, il y a un petit moment de flottement. Tu te dis, wouh, j'ai chargé hier, l'apéro était un peu trop prolongé. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. C'est juste que tu viens de passer 1 heure et quart dans l'eau et avec les mouvements de la mer et tout, ton oreille interne, elle est un peu perturbée. Et c'est là où tu te dis que les gens qui font les traversées de la Manche, aller-retour, comme je sais plus comment il s'appelle, mais l'homme phoque, je sais Oui, pas si je vois très bien. Steve Niar, Ouais, c'est ça, qui, exactement. et qui lui s'entraîne tout le temps en eau vive et qui a fait l'autre fois la traversée de la Manche aller-retour. Euh, dans quel état tu dois sortir, ça va être énorme. Alors que moi j'ai juste fait 3 km 8. Mais mais bon, ouais, une centaine de mètres à marcher et un peu trottiner. Hop, après, hop, l'oreille interne, elle prend le relais et hop, ça y est, c'est reparti. Et là, hop, tu te remets à courir. La transition à cache-cache entre la natte et le vélo, elle est un peu longue. Elle fait 900 mètres. Donc, il faut courir pendant 900 mètres. Ensuite, bah, quand tu arrives, donc là, trop de gens, enfin, parce que là, du coup, il est à peu près 9 heures. Le soleil est bien levé. Tous les locaux et tous les familles des triathlètes sont là. Donc là, en gros, tu as 900 mètres, mais c'est 900 mètres de kiff parce qu'en fait, il y a trop de gens à chanter, à taper dans les mains pour t'encourager. Donc, c'est énorme. C'est un regain d'énergie. En gros, c'est un gel d'émotion, tu vois. C'est Belle comme les idée, ça fait ravitaux. une nouvelle idée de start-up après les pages Thaïs, on va faire ça. Un gros Voilà, gel d'émotion. les gels Les d'émotion. capturer, ouais. Et c'est que du positif, t'es trop content. Et donc là, t'enlèves ta combi, tu mets tes chaussures, les chaussettes, les lunettes de soleil parce que ça commence à bien être lumineux, le casque, tu prends ton vélo et tu cours à la sortie du sas de vélo et ça y est, c'est parti pour 180 km. Comment se passent ces 180 km avec le vélo, donc qui n'est pas ta discipline de cœur, tu nous l'as dit. Et puis, est-ce qu'en termes de déchets, est-ce que tu as eu du boulot avec Antoine là, sur cette partie-là? Ouais, alors il y avait un peu de déchets à certains endroits. Avant le circuit d'Estoril, il y avait un peu de déchets. Donc hop, on ramasse la bouteille, clac, on la met dans la besace derrière et, et hop, c'est reparti. Et à côté de ça, il y avait des endroits ultra préservés avec des scouts qui étaient tout au long de la course sur les abords de la zone naturelle de Sintra et avec des Quand tu petites dis des boues. scouts, tu parles pas de scooter, hein, on est d'accord. Non, non, des scouts, des vrais scouts. Non, non. Et donc, ouais, non, il y avait toute cette zone préservée qui était magnifique, sublime, bah, un paradis sur terre. Et comme on peut voir partout dans le monde, mais là, c'est super beau.
le long de la côte, là, au nord de Cascais, je suis avec Sintra, c'est sublime. Donc, c'est apprécier le moment présent. Il commence à faire chaud, mais bon, en s'hydratant, ça le fait. L'ascension de Sintra, ça pique un peu les jambes, mais c'est au début de la course, donc ça passe. C'est pas hyper dur, mais ça passe quand même. La descente, en regardant mes stats avec Antoine, on est monté à 75 km/h. J'ai jamais fait ça dans Ouais. ma vie, mais tellement enjoué et content d'être là, parce qu'en fait, tu fais la descente face à la mer. Donc c'est magnifique, il n'y avait pas de vent, grand soleil. En plus, ça te rafraîchit la descente, forcément, tu vas plus vite. Et Tu pourrais dire qu'il faut aller moins vite pour en profiter plus longtemps. C'est une autre façon de voir les choses ouais, aussi. c'est notre façon de voir les choses. Mais là, c'était l'euphorie un peu du moment. Je sais pas si c'était raisonnable, mais c'était un moment exceptionnel gravé dans ma vie de sportif. Et ensuite, bah, le circuit de Formule 1. Donc ça, c'est un peu particulier parce qu'en fait, quand tu vois les Formule 1 à la télé, les pistes, elles paraissent pas hyper larges. Et en fait, c'est énorme. C'est énorme. C'est hyper large. Les dénivelés, c'est pareil. Ça a été dur ici, à ce moment-là. Après 6h57 à vélo, place à la dernière épreuve et pas des moindres qui est le marathon. Est-ce que tu peux me dire, c'est intéressant je trouve de le partager lors de notre échange préliminaire, tu m'as donné un peu le point de vue de ton entraîneur sur qui distinguait en fait un marathon qui s'intègre dans un triathlon comme l'Ironman versus un marathon isolé. C'est finalement assez distinct comme effort, enfin en tout cas comme sensation. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu t'attendais à y trouver, si ça s'est vérifié finalement ce que ton entraîneur t'avait expliqué en amont? Ouais, en fait, psychologiquement, Paco et Bénédicte m'avaient dit, de toute façon, un marathon d'Ironman, c'est pas un marathon, c'est l'aboutissement de ta course. T'as pas eu de casse de vélo, et en plus, moi, j'ai l'expérience d'avoir cassé mon vélo à mon premier Alpha Ironman. Donc, en fait, quand tu poses le vélo, tu dis que la course, elle est finie, quoi. Enfin, elle est pas finie, mais psychologiquement, tu es encore plus serein, tu es encore plus zen, c'est la finalité de l'objectif. Donc, tu donnes tout. Si tu gères bien et que tu es raisonnable, mais que tu pousses fort, mais que tu gères comme tu as établi ton plan de course, ça devrait le faire. Donc en fait, c'est que du positif. Quand j'ai posé mon vélo et que je suis parti à courir, les 8 premiers kilomètres, les jambes tiraient un peu, mais je savais que ça allait revenir parce que quand j'avais fait des sorties de, je sais pas, de 90 bornes en vélo et puis après derrière je faisais 10 kilomètres de course à pied, je savais qu'au début ça tire parce que les jambes, faut qu'elles reprennent leur marque et ensuite après le retour veineux, tout ça, faut que ça se redynamise en fait avec la percussion au sol. Et ensuite, après les 8 kilomètres, bah, honnêtement, j'ai pas l'impression d'avoir couru un marathon. Ça n'a pas été une souffrance du tout. Ça a été que de la plénitude, que du bonheur. En plus, c'était 3 boucles, donc je voyais ma famille, mes amis nous encourager, qui étaient venus là en vacances pour passer des vacances et puis en même temps nous encourager. Des membres de Run Echo que j'ai croisés tout au long du parcours. Ça a été, c'est, après, comme je disais, la rencontre avec ma femme, mes 2 enfants, ça fait partie comme Tony Parker, ça fait partie des moments de ma vie où j'ai profité un max. J'avais conscience du plaisir et du bonheur que je vivais. Et ça a été ça pendant les 42 km 195 de course. C'était que du positif, que du bonheur. J'avais mal forcément dans les jambes de dire que oui, j'avais pas mal. Oui, j'avais mal, mais c'est une épreuve sportive, c'est normal. Mais c'est du mal positif. Ça fait un peu bizarre, mais t'es content d'avoir ces douleurs-là, quoi. Et t'as tout mis en place pour justement qu'elles soient positives, ces douleurs. C'est un grand moment de ta vie, au même titre que l'enregistrement de ce podcast. J'imagine on est dans les mêmes proportions d'intensité émotionnelle, je suis sûr. Mais, non, mais tu rigoles, mais d'en parler, en fait, on en Ça te parle de temps en replonge dans temps la avec course, ouais. Antoine, mais là, de te replonger dans la course, tu vois, j'ai vraiment, Tu la c'est, vis une deuxième fois. c'est génial, ouais, des podcasts comme ça où tu as le temps de parler parce que l'avantage avec toi, c'est que tu vois, tu prends le temps de parler, tu nous poses des questions en connaissant le projet, en connaissant les tenants et les aboutissants de nos motivations et c'est ça, c'est le temps et prendre le temps, c'est essentiel dans la vie et en l'occurrence, la course épique,
Tu prends le temps d'écouter et tu prends le temps d'expliquer les choses et ça, c'est tout à ton honneur. Écoute, je prends beaucoup de plaisir à prendre le temps. Effectivement, c'est suffisamment rare et précieux. Donc voilà, je trouve ça important de le faire. Nicolas, sur la partie déchets, est-ce qu'il y a eu plus de travail sur cette dernière épreuve? Ouais, ouais, il y avait des déchets forcément parce que forcément sur la partie course à pied, il y avait plus de public forcément que sur la partie vélo où il y a 180 km. Donc la densité des personnes, c'est des boucles, donc il y a 3 boucles pour la course à pied. Donc forcément plus de monde, plus de population, de gens qui mangent, de gens qui stagnent ici à ces endroits-là. Donc forcément plus de déchets jetés forcément dans la nature, malgré que le Portugal soit un pays très propre et Cascais aussi, une ville très propre. Il y avait des déchets et donc du coup on a rempli nos besaces qu'on avait prévues sur la course à pied. C'était des sacs transparents pour que les commissaires de course puissent voir que c'était pas des ravitaux qu'on ramassait par terre en dehors des zones de ravitaux, parce que ça c'est quand même une note aussi à avoir, c'est que dans le triathlon, t'as pas le droit de te ravitailler, si tu veux, en dehors des zones de ravitaillement. Et donc D'accord. du coup, il fallait bien montrer au commissaire que c'était bien des déchets. Donc on avait un sac transparent qui montrait bien que c'était des déchets. Et les gens nous encourageaient quand ils nous voyaient ramasser des déchets. Donc du coup, à plusieurs reprises, j'ai vidé mon sac, c'est le cas de le dire, euh, sur les zones sales du coup, dans les poubelles et hop, c'était reparti et puis je le remplissais, je le vidais, je le remplissais, je le vidais tout au long des 42 kilomètres. Tu conclus donc cet Ironman après 4h23 sur le marathon et 13h et 3 minutes d'effort au global sur les 3 disciplines. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu franchis la ligne d'arrivée? Quelle est l'émotion qui domine à ce moment-là? Bah, je vois ma femme, mon fils et ma fille et là, bah, de l'émotion, trop content. Antoine arrive 27 minutes derrière moi, donc le temps de me remettre de mes émotions et tout ça, Antoine arrive et là, on se prend les bras, on se prend dans les bras et voilà l'émotion d'avoir accompli quelque chose de fort, d'intense ensemble. C'était génial et toute une année de travail pour avoir quelque chose où tu arrives à la fin, tu réussis ton challenge. Après, voilà, nous, on fait 13 heures. On n'est pas des gens qui arriveront en dessous de 9 heures. On n'est pas professionnel, c'est pas notre métier. On n'en a pas les capacités, mais on a donné le meilleur de nous-mêmes. On a été au bout de ce qu'on voulait accomplir et on a motivé les gens via notre projet avec Antoine, Ironman Eco, de courir un Ironman, ramasser des déchets. Si on peut être, entre guillemets, l'exemple de quelqu'un qui va se lancer le défi, quel qu'il soit sportif, et de ramasser des déchets, bah, c'est l'accomplissement. Et tout ça, ça résonne en nous, en fait. Quand tu cours le marathon, en fait, tu as le temps de penser justement à toutes ces choses positives. Qu'est-ce qui te fait courir? Qu'est-ce qui te fait avancer chaque jour? Et donc, du coup, en fait, ça te convainc encore plus d'aller au-delà de tes limites et de monter des projets comme celui-ci. Et en fait, après, c'était de l'émotion, quoi. Bah, la nuit d'après, avec Antoine, on n'a pas pu dormir. On n'a pas pu dormir. Enfin, on a été crevés, on était rincés et impossible de dormir. Enfin, c'est trop, trop, trop content, quoi. Alors, on n'a pas fait la fête, hein, mais on était trop content, quoi. Et beaucoup d'émotions dans la famille, nos amis qui étaient présents, c'était énorme, c'était énorme. Je les remercie à vie de leur soutien, de notre famille, de nos amis qui étaient présents et même tous les commentaires, les messages de personnes qui n'étaient pas là, de membres de Roneco, de gens qui ne sont pas membres de Roneco, qui nous ont envoyé des messages de félicitations et tout ça. C'était exceptionnel, c'était ouf. Tu as connu un sentiment donc très fort d'exaltation, des moments de plénitude absolue. Est-ce que, en parallèle à ça, est-ce que tu as été repris ou rattrapé assez vite par peut-être un sentiment de nostalgie de ce chapitre que tu clôt? Ou est-ce que tu es déjà peut-être enfin, tu es dans l'instant, tu profites des autres et tu penses déjà peut-être à ce que peut être la suite? Comment est-ce que tu regardes un peu tout ça? Ouais, je profite. En fait, je suis plutôt du style, d'ailleurs, si j'ai mes meilleurs amis qui entendent le podcast, qui écoutent le podcast, je suis quand on vit un moment présent de ouf, je dis tout le temps, ça c'est un moment de bonheur. En fait, j'aime bien le dire parce que il faut le dire. Enfin, quand on vit un moment de bonheur, c'est un moment de bonheur.
il faut le dire, faut en prendre conscience parce que ça peut être rare, ça peut être éphémère, ça peut être long, mais ça peut être aussi éphémère. Et donc, du coup, il faut en prendre conscience qu'on passe un moment de bonheur. Et donc, du coup, quand je vis des moments de bonheur, j'en prends conscience et je m'attache à vraiment les vivre à 100%, quoi. Et là, C'est une grande qualité, ça, de réussir à s'ancrer dans l'instant présent et d'être en pleine conscience de la ah chance qu'on ouais. a de vivre l'instant. Et en fait, même pour le futur, dans les projets futurs, après, tu penses encore plus parce que tu as été ultra lucide dans ces moments-là. Donc, tu repenses à ces moments-là de ce que ça t'a apporté, de ce que comment ça t'a fait évoluer humainement et tout, de ce que ça a apporté aux autres aussi. Donc, pour moi, c'est essentiel d'en prendre conscience. Et les moments, les heures, les jours, les mois qu'on suivi, je me suis rattaché à ça pour prendre conscience de ce qu'on avait fait comme projet et surtout pour établir d'autres projets. S'il n'y en avait qu'une, c'est une question. Il y a des missions impossibles, mais il y a des questions impossibles. S'il n'y en avait qu'une, quelle est l'image que tu retiendrais de cet Ironman? Quand j'étais avec mes enfants dans les bras, ma femme à mes côtés, mes amis à côté, Antoine est arrivé et là je me suis dit on l'a fait tous les deux. Qu'est-ce que cette course, elle t'a appris sur toi? Et quand je dis course, on ne parle pas des 13 heures finalement, c'est tout ce chemin et cette année. Qu'est-ce que ça t'a appris, révélé peut-être, que tu Bah, soupçonnais pas forcément? tout est possible. Il n'y a pas de rêve irréalisable. Il y a 7 ans, je faisais 3 kilomètres, j'étais essoufflé, j'avais les poumons qui me cramaient et j'avais mal partout. Et là, ce 23 octobre-là, je suis Ironman. Et cette médaille, elle est là, je l'ai fait en 13 heures, certes. Je suis pas champion du monde, mais je l'ai fait. Et je suis fier de moi, je suis fier de ma famille, de mes amis. Je suis fier d'Antoine, de ce qu'on a fait ensemble, fier des membres de Renéco. Et c'était ouf. Et je serai à jamais, ça sera des moments qui seront ancrés dans mes souvenirs, dans ma vie, dans la personne que je suis et que je deviens chaque jour. Et jamais je lâcherai le sport pour ça. Quels sont les facteurs clés, tu penses, qui t'ont permis d'aller au bout? Il y a toute ta discipline en amont et puis après l'état d'esprit dans lequel tu étais, en fait. C'est ça qui t'a permis de réaliser, d'atteindre cet objectif? Ouais, le sport pour moi, c'est que du positif. Très souvent, je dis à mes patients, faites du sport, ça vous changera la vie. Les gens souvent me disent, mais quel sport? Je dis, mais il n'y a pas de contre-indication, par exemple, par rapport à vos pathologies sur tel ou tel sport. Faites le sport que vous aimez. Il faut que ça soit un échappatoire, un bien-être, du positif dans votre vie. Il faut que ça soit que du positif. Et la leçon pour moi, c'est le sport, c'est que positif, que positif. C'est que ça. Ça peut être que du positif. Quand tu as des courbatures le lendemain où tu as poussé fort, c'est du positif. C'est-à-dire que ton corps, il a travaillé, il progresse, il est en train de se construire, d'établir des choses. Quand tu fais du fractionné et que tu as la tête qui tourne un peu, ben, c'est parce que tu as poussé fort et tu as été encore sur ces gains marginaux. Gagner des petits détails et c'est que du positif, c'est du bonheur, c'est du bien-être, c'est un équilibre de vie, pour moi, c'est que positif. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir partagé avec nous cette course épique. On va parler maintenant un peu d'avenir. Est-ce que tu as les idées claires sur tes grands rendez-vous sportifs de l'année 2022 et puis d'un point de vue plus global pour toi à titre personnel, professionnel et puis pour Renéco Team? C'est quoi les dates à marquer d'une pierre blanche sur l'agenda 2022 de Nicolas? 2022, toujours partager du sport avec mes enfants, ma femme, des bons moments. Préserver ces moments de bonheur, à l'heure actuelle, ils sont chers. La vie est courte, on en a qu'une seule, il faut la préserver. Sa santé, tant qu'on l'a, il faut en profiter. Et je pense à toutes les personnes qui peuvent être malades ou autres, qui peuvent pas faire de sport parce que c'est dur au quotidien. Et tant qu'on a la santé, faites du sport. Et les projets, bah, c'est justement partager ces moments de bonheur, vie perso, professionnelle, la vie pro, même si un travail, ça peut être dur, il faut que ça soit du plaisir aussi. Le sport, il faut que ce soit du plaisir et le partage. Au mois de mai, je vais avoir 40 ans et je veux regarder derrière moi et justement regarder tous ces moments de bonheur que j'ai pu avoir dans ma vie et je veux que bah,
la suite de ma vie soit encore plus riche de moments de bonheur. Le bonheur à tout prix. À plus long terme, qui est du moyen terme, j'ai cru comprendre que tu nourrissais un ambitieux projet pour les JO de Paris 2024. Est-ce que tu peux nous en parler ou est-ce que c'est prématuré de le faire maintenant? Ouais, Paris 2024, des JO avec une volonté de préservation de la planète de plus en plus forte de la part de l'opinion publique. Les organisateurs, j'espère qu'ils vont suivre le pas, mais pour l'instant, ils ont l'air d'avoir cette volonté-là. Par exemple, dans l'élaboration des projets, le recyclage des structures qui vont être utilisées pour Paris 2024, ça va être avec une connotation aussi écologique. Donc l'objectif, c'est de mobiliser le public, les athlètes de Paris 2024 à partager les valeurs de la préservation de la planète et notamment en faisant des run-éco de maintenant à Paris 2024. J'imagine que nos éditeurs ont été enthousiasmés par ce qu'ils ont entendu de Run Eco Team. Comment est-ce que aujourd'hui on peut soutenir, adhérer? Quels sont aujourd'hui vos besoins clés pour accélérer le développement et puis contribuer à réaliser votre mission et notre mission de préserver la planète? Comment est-ce qu'on peut faire ça et rejoindre le mouvement? La contribution, elle est simple, c'est aller faire du sport, quel qu'il soit, même du bowling, de la natation, du canoë, de l'équitation, de la course à pied, du triathlon. À chaque séance de sport, vous ramassez un déchet, tout simplement. Et après, si vous avez les réseaux sociaux, vous aimez les réseaux sociaux, vous les partagez, vous mettez hashtag #RunEcoTeam, hashtag un run, un déchet. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Run Eco Team pour l'avenir? Des projets de plus en plus ambitieux, encore des ondes positives et des moments de partage et de bonheur tous ensemble, tous les membres de Run Eco Team et les gens qui nous rejoindront à l'avenir. Et après, ce qu'on peut souhaiter, après dans l'absolu, rien n'est impossible. C'est qu'il y ait de moins en moins de déchets et qu'on ait une action de plus en plus sportive et moins de préservation à la planète parce qu'il n'y aura plus de déchets. Nicolas, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin. Est-ce que tu as une devise qui illustrerait ta philosophie de vie ou peut-être tout simplement ton rapport au sport? Est-ce que tu as un mantra, une devise qui t'est particulièrement chère? Donne tout ce qui est possible dans tes moyens pour réaliser tes rêves parce que les rêves sont réalisables et ils sont là pour être réalisés et pas juste rêver. Merci Nicolas, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir donné à voir ton engagement pour contribuer à préserver l'environnement grâce à tes initiatives avec Run Eco Team et puis à celle de la communauté que tu as réussi à fédérer autour de toi et de ta vision. On a compris que la communauté, chacun était contributeur, mais cet élan, c'est aussi toi qui l'a insufflé et qui l'incarne aujourd'hui. Donc bravo à tous pour l'accomplissement de cette belle mission. Bravo également à Antoine et toi d'être allés au bout de vous-même pour mener à bien ce défi sportif de grande ampleur qu'est l'Ironman et également l'exigence de la phase de préparation qui le précède, puisqu'on a compris, c'est pas juste une journée sur laquelle il faut être au rendez-vous, mais c'est une année de travail, d'exigence et beaucoup de discipline. Voilà, je te souhaite beaucoup de bonheur et puis beaucoup d'accomplissement à titre personnel pour la suite et puis également beaucoup de succès dans le développement de Run Eco Team et dans la réalisation de sa mission fondamentale de prendre soin du monde si beau qui nous entoure. À très bientôt Nicolas, merci pour tout. Merci Guillaume et puis merci à tous les auditeurs et tous les membres de Run Eco Team et une petite pensée à Coco qui j'espère reprendra le chemin de la course à pied très rapidement et ses défis sportifs. On lui souhaite. Merci Nicolas, à très bientôt. Merci. Ciao. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes ou sur Spotify, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de Course Épique.